Bani, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Milly. Vincent. Adrien. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Blah. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banmi Podcast. Pour ce nouvel épisode un peu spécial, j'ai le plaisir de recevoir Milly, Adrien et Vincent. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Salut, ça va, merci, très bien. Ça va. C'est un épisode un peu particulier avec 3 invités aujourd'hui. On a aussi la chance d'être filmés. C'est une première dans Banmi Podcast. Merci à Sébastien, à Vincent, Mathieu et Bibi qui sont là pour la réalisation de ce premier podcast filmé. Et merci à vous, Milly, Adrien et Vincent, d'avoir accepté mon invitation. Alors, je vous ai connus par un post Instagram qui s'est lancé le 28 avril. C'est une photo avec un groupe de restaurateurs qui posent dans une rue de Paris avec ce t-shirt « Love our people like you love our food ». Et donc, du coup, il y a 9 logos, 9 entrepreneurs. Donc, il y a 8 restaurateurs dedans. Il y a Shizo Burger, Mao Dumpling Bar, Goku Asian Canteen, Banoi, la cantine chinoise, Yansai, Sweet Teas, Xing Fu Tang et Kamokor. Le 28 avril, ce post est apparu avec ce texte. Depuis le début de la Covid, les actes racistes envers la communauté asiatique sont de plus en plus fréquents à travers le monde. C'est pourquoi nous avons décidé de nous unir aujourd'hui contre le racisme, quel qu'il soit, afin de préserver la diversité de nos cultures et d'avancer ensemble pour un avenir meilleur. L'objectif de notre projet est de véhiculer un message de paix et d'amour, mais aussi d'une prise de conscience. Il n'est jamais trop tard pour agir, car ensemble, nous faisons la différence. Adrien, tu as été à l'initiative de ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et pourquoi tu l'as lancé ? C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu l'initiative avec une amie à moi qui s'appelle Manon. Justement, c'est le label de sérigraphie. Et elle a l'habitude de travailler avec nous pour faire les t-shirts du restaurant, donc Mao Dumpling Bar. Et on voulait faire un t-shirt par rapport à ce sujet, c'est-à-dire que tous les matins, en fait, moi, je suis beaucoup de comptes Instagram sur les actualités aux États-Unis, également les associations ici, comme Asiatique de France, AJCF. Donc, je suis beaucoup l'actualité. Et à force de me lever tous les matins et de voir ce qui se passe à travers le monde, ça m'a juste rendu un peu fou. Et j'ai proposé l'idée avec mon ami. Donc, au début de base, c'était tout seul, mais je me suis dit, ça va être beaucoup plus impactant de réunir plusieurs restaurants. Donc c'est pour ça qu'après j'ai passé quelques coups de fil, j'ai demandé les contacts, j'ai passé un peu. Vincent m'a aidé aussi pour ça. Et voilà d'où on a réuni 8 restaurants pour ce projet. Ok. Voilà. Et d'où part en fait ce slogan Love our people like you love our food. Cette idée-là, je l'ai vue pendant les manifestations aux États-Unis. Il y a une fille qui s'appelle Jess Southpath sur Instagram. Elle portait ce slogan avec écrit Love our people like you love our food. Et je trouvais que ce slogan était vraiment semblable à nous, les restaurants, parce qu'on fait de la nourriture. Tout à fait. Et je pense que beaucoup de gens, ils adorent la cuisine asiatique, tout ce qu'on fait, mais ils sont pas forcément conscients de ce qui se passe derrière ce que nous on vit les asiatiques. Après, j'ai pas envie de rentrer dans un combat ou quoi que ce soit, mais c'est juste comme c'est écrit là, de faire prendre conscience et au moins de faire quelque chose, de faire passer un petit message, quoi. Et toi, Milly, pourquoi t'as accepté le projet ? Parce que tu ne connaissais pas Adrien, c'est ça ? Non, ouais, je connaissais pas Adrien. Il m'a appelé, en fait, il m'a parlé du projet. Et tout de suite, ça a résonné en moi parce que justement, ce qu'on disait en tant que restaurant, la nourriture, c'est une fenêtre déjà vers une culture. Un pays, donc chinois, vietnamien, tous les pays d'Asie. Et donc, c'est important aussi quand tu découvres un plat, une nourriture, l'histoire derrière et puis les gens derrière. Donc, c'est pour ça que quand il m'a parlé du slogan, c'était évident.
Tous les gens qui ont participé au projet ont posté le même jour, le 28 avril, sur Instagram. Toi, Vincent, quel a été l'impact que tu as pu avoir, que tu as observé en fait après ce post-là, quand tu as posté sur Goku et Jeune Cantine? Déjà quand Adrien m'a contacté pour le projet, je me suis dit que j'ai quand même un carnet d'adresses assez important. Ça fait 10 ans que je suis dans la restauration avec la communauté asiatique. Donc je me suis dit, ça va être assez facile, surtout avec ce genre de slogan, de réunir aussi avec nous tout ce qui est médias, tout ce qui est presse, tout ce qui est influenceurs, etc. Donc moi j'ai fait jouer tous mes amis, tous mes contacts, et il y a eu pas mal de retours, pas mal de gens ont reposté. J'ai donné les t-shirts, je crois en 2 jours il n'y avait plus rien. Et c'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup. On en a fait une trentaine, et je sais que par la suite il y a pas mal de gens qui nous en ont réclamé. Donc je pense qu'on va ressortir une édition, et nous on les a offerts. C'était vraiment, il n'y avait pas un impact derrière financier, il n'y avait pas quelque chose. On ne savait pas si on devait réunir de l'argent pour donner à une association, parce que surtout en France, ça allait se perdre. Donc on a plus fait ça pour un impact. Et puis comme on a dit, cette phrase est assez réunit un peu l'esprit des restaurateurs. Tout à fait. Et c'est pas militant, mais ça a quand même une touch. Ça a quand même une touch en fait. Est-ce que le fait d'être restaurateur, c'est aussi de se trouver à cet endroit-là, c'est-à-dire un acte quand même, c'est une initiative citoyenne, on va dire, citoyenne quelque part un peu politique et sociétale, même si vous faites pas du militantisme, vous êtes restaurateur. Moi, c'est la première fois que je vois des restaurateurs s'engager dans un acte citoyen comme ça. À votre avis, pourquoi, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Nous, notre rôle, c'est vraiment de faire découvrir quelque chose. Et je pense que c'est vraiment un message de bienveillance. Déjà, nous, quand on sert à manger, on est bienveillant, on a envie de faire découvrir, on a envie que les gens passent un bon moment. Et en fait, c'était juste pour amener une réflexion un peu plus loin. Voilà, tu apprécies ce que tu manges aujourd'hui, et tu découvres une culture et tu découvres des gens derrière. Enfin, apprends à aimer aussi les gens. Aime aussi les gens qui sont derrière. Ouais, tout à fait. Mais c'est avant d'être une initiative de restaurateur, c'est aussi une initiative humaine. Oui, c'est ça. C'est ça. Et toi, Vincent, à ton avis, pourquoi ça n'a jamais été fait avant, ce genre d'initiative? Parce que j'existais pas, moi. J'étais pas là. Parce que Andy n'était pas là, il n'avait pas encore eu il n'avait pas encore eu cette merveilleuse idée. Mais je pense que ça existait pas avant parce qu'il n'y avait pas autant de. Je suis pas asiatique, hein, tu vois. Je suis asiatique. Ça fait 20 ans que je suis comme je dis, ça fait 20 ans que je suis dans le bail asiat. J'habite en Asie, j'habite à Singapour, j'habite au Japon, j'ai habité en Thaïlande. J'ai énormément tourné en Asie. Je suis fan de cette culture à un point que, je veux pas dire que je suis asiate à l'intérieur, mais bon, pas mal quand même, parce que je la respecte. Ma femme est asiatique, mon entourage est asiatique aussi. J'ai grandi en banlieue, pas avec des asiatiques. Moi, je trouve qu'en France, de mon point de vue, il n'y avait pas ce racisme. Il n'était pas autant visible. Il y a toujours eu, parce que moi, dans ma classe, on se taillait. Moi, je suis feuge, tu vois. Donc, ça taillait les rebeux, ça taillait les feuges, ça taillait les renois, ça taillait les chinois. Et moi, je vais le dire quand même, tu vois, il y a 4-5 ans, j'ai créé un média qui s'appelait Y2TV, justement parce que j'avais vu une embrouille sur... chronologiquement parlant, je vais pas m'y retrouver, mais le daron d'Aubervilliers qui s'était fait tuer, et il a eu un encart petit comme ça dans les réseaux, tu vois, dans le Parisien, etc. Je me suis dit, mais en fait, ils ont pas conscience, les gens, que les Asiates, en général, ils sont puissants, tu vois. Ils sont puissants dans la food, ils sont puissants dans la mode, ils sont puissants dans la danse, ils sont puissants dans les médias, ils sont puissants. C'est une grosse puissance mondiale en général, l'Asie en général. Les Asiatiques sont dans le monde entier, tu vois. Et je me suis dit, ça serait trop bien de faire un média et de mettre en lumière toutes les connaissances et toute l'image positive ou négative qu'il y a sur l'Asie, tu vois. Et faire découvrir aux gens, pas que à travers la bouffe, tu vois. Moi, je me souviens, j'ai un resto, ça fait 11 ans que j'ai des restos, et c'est pas grave, c'est pour rigoler que je fais ça, mais tu vois, quand les clients venaient chez moi, ils me disent, putain, ton loklak, quand je le mange, ça me rappelle la Thaïlande, et dans ma tête, je me dis, mais c'est pas thaïlandais ce plat-là, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour te dire, c'est par rapport à la food, tu vois, ça me faisait rigoler, et j'expliquais aux gens, mais tu vois, c'est pas thaïlandais, le loklak. Et il y a une embrouille même entre les Cambodgiens et les Viettes pour savoir à qui appartient ce plat, tu vois. Je trouve que le racisme qu'il y avait en France sur les Asiates, il était un peu méchant, mais il était trop discret. Pourquoi? Parce que les Asiates, ils se rebellent pas. Leurs parents, quand ils sont arrivés en France, ils leur ont toujours dit, tu restes tranquille, il n'y a pas de show-off, tu vois, fais ton taf, ne tends pas la joue droite, tu vois, reste tranquille, tu vois, reste tranquille. Pourquoi, à ton avis, Adrien, tu as la communauté asiatique outre-Atlantique, donc du coup aux États-Unis, lève la voix et donc du coup
nous inspire peut-être nous aussi, communauté asiatique en France, et qu'en fait qu'on n'a pas embrayé nous en France sur ce côté militantisme un peu. Moi, je pense que c'est déjà la communauté asiatique aux États-Unis est déjà beaucoup plus ancienne que la nôtre. C'est-à-dire que pour ma part, moi, ma famille est là en France seulement depuis 2 générations, et aux États-Unis, ils sont là-bas depuis très 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 longtemps. Donc, ça a permis aux nouvelles générations de s'intégrer dans la communauté américaine et de devenir complètement enracinés là-bas, quoi. Et moi, mes parents sont encore dans cette transition. Moi, je suis encore, comme on dit, un bas de mie. Donc, peut-être que quand mes enfants et nos petits-enfants, à ce moment-là, on commencera à être de plus en plus, peut-être, à changer les choses, quoi. Ouais. Après, moi, je pense que il y a une espèce de liberté de s'exprimer sur la double culture aux États-Unis qui n'est pas forcément celle qu'on peut avoir en France. En fait, aux États-Unis, t'es fier d'être américain, mais t'es aussi fier de tes origines et tu le montres fièrement, avec les drapeaux, les choses comme ça. Ce qui n'est pas forcément le cas en France. Tu vois, genre quand tu es intégré à la société française, faut que tu dises que t'es français. Ouais. Et voilà, et faut pas trop mettre en avant tes origines. Tout le monde est citoyen français. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, toi, Milly. Sinon, ça fait un peu communautariste. Ouais, voilà. Et c'est pas le cas aux États-Unis. Pourquoi ? C'est trop bizarre. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça nous freine à montrer un peu nos cultures, à être fiers de nos origines. Milly, toi, dans quelle mesure tu es rattachée à l'Asie ? Parce que Bani, c'est le podcast qui parle de personnes inspirantes qui sont liées à l'Asie. Est-ce que tu peux nous parler de ton attachement à l'Asie ? Ouais, du coup, mes 2 parents sont vietnamiens. Et ils sont venus en France en 83. Et moi, je suis née en France. Donc, j'ai vraiment la double culture des parents vietnamiens qui sont partis et qui se battent, qui veulent que je fasse des grandes études et que je gagne beaucoup d'argent. Et puis, et l'école française où j'ai vraiment vécu les deux. Ouais. Et ton éducation à la maison très vietnamienne et puis l'école française. Ils viennent d'où au Vietnam ? Du centre du Vietnam. D'accord. Donc bord de mer à Da Nang et Dalat en montagne, qui était un peu la partie un peu française du Vietnam parce qu'il faisait froid. Donc, beaucoup de Français à l'époque quand c'était encore une colonie. Ouais. Ils aimaient bien y aller pour se reposer. Il fait frais. Donc il y a des maisons basques, des sapins, c'est assez rigolo. Et pourquoi ils sont venus en France en 83 ? Pourquoi ils ont migré du Vietnam pour venir en France ? Parce qu'à l'époque, il y avait un peu une fenêtre entre la France et le Vietnam. Ouais. Donc il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont venus en France pour tenter leur chance. Ok. Et donc mon papa, ils sont 10 frères et sœurs. Enfin, mes grands-parents ont dit on a de l'argent pour envoyer une personne. Ils ont fait plouf et ils ont envoyé mon papa. Voilà. Donc c'est celui qui a gagné la loterie. Voilà, il a essayé 2-3 fois prison machin, puis il a réussi à arriver en France. D'accord. Et toi, Adrien, quelle est l'histoire de tes parents ? Quand est-ce qu'ils sont arrivés en France ? Alors moi, de base, c'était mon papy, non pas mon grand-père, mais c'est le cousin de mon grand-père qui est venu ici à l'époque pour travailler justement en France. Donc ta famille, toi, elle vient d'où Alors nous, on vient de Chine et spécialement dans la région de Zhejiang à Wenzhou en français. Et donc mon papy est venu. C'est un Wen, quoi. Je suis un Wen, ouais. Et du coup, mon papy, il est venu par bateau, il est venu travailler. Et à l'époque, il y avait que des hommes qui venaient travailler. Donc, ce qui s'est passé, le comble en fait de l'histoire, c'est que beaucoup de Wen sont venus travailler. Et seulement, mais ils faisaient quoi en fait en France ? Ils sont venus faire tout ce qui est atelier, confection. Ils travaillaient quoi. Okay. Et il s'est passé que le comble de l'histoire, c'est que ceux qui avaient réussi à gagner assez d'argent, ils sont rentrés au bled, et ceux qui n'avaient pas gagné assez d'argent, mais ils étaient obligés de rester ici. Okay. Par contre, ils pouvaient pas se marier à des femmes chinoises parce qu'il n'y avait pas de femmes chinoises ici. Donc mon papy s'est marié avec une Française. C'est vrai. Voilà, il s'est marié avec une Française. Donc j'ai une partie de ma famille qui sont eurasiens. Et ensuite mon grand-père, qui lui était encore en Chine, mon papy l'a aidé à venir. Donc lui, il est venu d'abord. Il a travaillé et en gagnant assez d'argent, il a réussi à ramener la moitié de la famille et puis ainsi de suite, réussi à ramener toute la famille. Et eux, ils viennent pas vraiment de la ville de Wenzhou. Nous, on est des campagnards, tu vois. On vient de la montagne. Donc, c'était très pauvre. Et c'est pour ça qu'ils sont venus en France, pour avoir une meilleure vie. Voilà. Et ensuite, il a réussi à faire venir toute la famille et toute la famille est venue ici pour
pour faire ici. Et aujourd'hui, maintenant, toute ma famille est là. D'accord. Mes cousins. Donc c'est vraiment au fur et à mesure, en faisant venir la famille, en travaillant dans les confections, c'est ça? Pour notre famille, c'était dans la confection. Dans la confection. C'est ça. Okay. Après, il y avait sûrement d'autres travails. Moi, j'étais pas là, moi. Donc, je sais pas. D'accord. Et toi, du coup, Vincent, quel est ton lien avec l'Asie? Ça remonte, je pense, une petite anecdote toute marrante, c'est que je passais mon BTS il y a de cela très 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 longtemps. Et je voulais un petit peu décompresser et partir en Asie, prendre un petit peu de repos juste avant de passer les examens. Et en bas de l'école, il y avait une agence de voyage. Je suis parti là-bas, je fais trouve-moi un petit séjour au soleil, tranquille. Je veux rien faire pendant 10 jours, j'ai mes examens à passer. Je veux rien faire, vraiment rien, tu vois. Elle m'a dit, je vais t'envoyer aux Maldives. Je me dis, je connais pas. Je voyais où est-ce que c'était sur la carte à peu près. J'avais 20 ans. Ok. Et genre 15 jours avant de partir, elle me dit, ouais, problème, typhon, je sais pas quoi, tu peux pas y aller, mais je t'envoie en Thaïlande si tu veux. J'ai dit, ok, vas-y, je connaissais pas la Thaïlande, il y avait pas vraiment Internet à l'époque, il y avait pas tous les médias qui te montrent à quoi, il y avait pas Insta, il y avait pas il y avait pas la vitrine. On pouvait pas savoir à quoi ça ressemblait le pays, tu vois. Ouais. Et je suis parti en Thaïlande, j'étais le seul jeune avec qu'un groupe de yeuves, tu vois, et je me suis mangé une gifle. Je dis, mais c'est quoi ce pays? Déjà, j'étais en minorité, tu vois, surtout il y a 25 ans. Qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Tout, franchement, tout, il n'y a rien, tout, franchement, tout. Je connaissais l'Asie, c'est cliché, mais je connaissais l'Asie. Moi, je viens de banlieue, je viens de Villers-le-Bel. Je connaissais l'Asie parce que j'avais mon assos, Robert, ça fait 35 ans qu'on se connaît, il est vietnamien, lui, et parce que j'allais dans le 13. D'accord. Donc moi, quand j'avais 14 ans, on allait dans le 13e, on allait acheter les cartes Dragon Ball, on allait à un magasin qui s'appelle Musica, on regardait les mangas, on regardait tout ce qui était DVD, etc. On kiffait. T'avais déjà cette attirance pour l'Asie depuis très jeune. Déjà, parce que moi, je collectionnais tout ce qui était manga déjà à l'époque, et j'avais, à travers 2-3 connexions, des petits stages que j'avais fait, j'avais retrouvé aussi des fournisseurs de produits qui venaient d'Asie. Okay. Et moi, dans toutes les librairies, toutes les librairies, les bibliothèques et des villes de ma ville et des villes à côté, je revendais des produits d'import d'Asie. J'avais 16 ans, je faisais de l'import-export déjà, tu vois. Okay. Je vendais des cartes, je vendais des mangas, je vendais des photocopies de mangas Dragon Ball, donc je me faisais bosser avec ça. Et après, j'ai commencé à découvrir l'Asie grâce à la Thaïlande. Et après, j'ai habité au Japon, j'ai fait le visa de travail, j'ai fait la Coupe du Monde là-bas, j'ai bossé à Singapour. J'ai été au Vietnam, mais je suis resté que 2 jours, c'était Chic-Chac pour voir un pote et me casser. Hong Kong, j'ai kiffé de fou. Moi, l'Asie, j'ai énormément voyagé. Bon, j'ai fait 54 fois la Thaïlande, c'est beaucoup. J'ai fait 17 fois le Japon. Ouais. J'ai failli monter une boîte à Singapour. Milly, toi, tu as créé Banoy en 2016, donc cuisine vietnamienne. Banoy qui veut dire grand-mère paternelle en vietnamien. Donc juste après tes études en école de commerce, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, dans la cuisine? Banoy, donc c'est un restaurant qui est spécialisé dans les rouleaux de printemps. Et là, en fait, l'histoire de base, c'est juste que chez moi, depuis toute petite, on mangeait des rouleaux en famille, en mettant plein d'ingrédients partout, et chacun se faisait ses rouleaux, et ça a toujours été trop bon. Et j'ai refait la même chose en école avec mes copains, et ils m'ont dit, mais c'est trop bon. Et j'ai un peu tilté, oui, c'est vrai, le rouleau de printemps, tout le monde connaît, mais c'est toujours le même rouleau hyper classique. Mm-hmm. Et en fait, moi, en tout cas, quand j'ai créé le restaurant, mon but, c'est je veux faire découvrir ça aux autres. Ouais. Moi, je connais, mais j'ai envie que tout le monde connaisse. Mm. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Je me voyais pas faire autre chose. Et j'ai vu que dans Vogue, ça fait partie des meilleurs restaurants vietnamiens de Paris. Donc félicitations. Ça fait plaisir. C'est hyper bon, je confirme. Ouais, c'est hyper bon, c'est sain. Mais du coup, est-ce que tu étais prédestinée? Est-ce que tu avais des projections sur d'autres métiers après ton école de commerce, ou c'était vraiment tu t'es dit je veux faire un restaurant, c'est sûr. Oui, en fait, c'est pas depuis toute petite je veux faire un restaurant. J'ai eu l'idée pendant mes études, mais en fait, en vrai, moi, ce qui me plaisait, c'est faire découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas que personne connaît et qui est génial, qui est trop bon, en fait il faut que je le crée pour que tout le monde connaisse. Et en fait c'est aussi ça, le partage de la culture, ou faire découvrir quelque chose, ou donner une fenêtre sur le Vietnam, ce côté c'est ce qu'on disait dans la food asiatique, c'est très dans le partage, c'est pas chacun à son plat et mange. Tu vois, comme les dumplings, on met tout partout au milieu, tout le monde goûte. En fait, c'est un moment de partage. Et ça, j'avais trop envie de le
faire découvrir en France en fait. Toi aussi, Vincent, t'as envie de partager, de transmettre un peu de ce que tu as appris de tous tes voyages et tes différents métiers qui sont liés à l'Asie, de près ou de loin. Ça fait plus de 10 ans que tu es entrepreneur et restaurateur. Tu as créé W4Walk, Goku Asian Canteen et Bruce. Goku, c'est en hommage à la mythologie du roi singe Sun Gokong. Sun Wukong, ouais. Sun Wukong, pardon. Donc en fait, tu es d'origine tunisienne, tu es français d'origine tunisienne, tu as un amour infini pour l'Asie, tu nous l'as un peu expliqué tout à l'heure. Ta femme est asiatique aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer et en même temps des pad thai, des saucisses thaï, du curry, des bobounes et aussi ton fameux OG's Black Burger. Raconte-nous un peu. En fait, le délire du restaurant Goku, en fait, il y a 2 directions. La première direction, c'est le roi singe, Sun Wukong, est connu dans toute l'Asie en général. Il est connu en Chine, il est connu au Japon, il est connu en Inde, il est connu en Thaïlande, sous différents noms. Donc on s'est dit, c'est un personnage assez atypique qui est connu dans toutes les cultures, donc pourquoi pas faire un peu de toutes les cuisines, tu vois. Ouais. Et après, souvent, quand tu vas bouffer au resto avec tes potes, on va manger où ? On va chez le Chinois, on va chez le Vietnamien, on va chez le Thaïlandais. Tu vas chez Goku, il y a du Vietnamien, du Chinois et du Thaïlandais. Il n'y a pas beaucoup de plats. On a 10 entrées, on a 10 plats, et puis on a le Black OG Burger qui est d'une inspiration, c'est une fusion, on ne veut pas appeler ça une fusion parce que j'aime pas trop ça. C'est un délire entre les États-Unis, le burger, et tous les produits qui sont japonais. Donc c'est un petit message en hommage à Takashi Kitano sur un film de Yakuza où il part faire le gangster aux États-Unis. C'est un Yakuza, il part faire le gangster aux États-Unis. Donc on a fait la fusion du burger et tous les produits japonais qui sont à l'intérieur. Et toutes les couleurs du burger, le noir c'est le costume du Yakuza et toutes les couleurs c'est un peu les tatouages. D'accord. Donc ça c'est l'histoire du burger. C'est la petite anecdote du burger. Ouais. Okay. Et on a gagné champion de France en 2017 avec un burger qui a donné le goût de manger des burgers noirs aux gens. Le noir n'apporte 0 goût, mais bon, c'est un burger de gangster, donc c'est Thug Life, quoi. Bravo Vincent pour le prix. Adrien, toi tu as 21 ans, tu es entrepreneur depuis ton adolescence. Tu as lancé Mao Dumpling Bar au déconfinement en mai 2020. Déjà félicitations pour ce challenge. Mao qui veut dire chat en chinois. En chinois. C'est ça. Donc tu fais des spécialités de ravioli, de dumpling, voilà le nom. Donc ça se dit comment en chinois? Jiaozi. Désolé pour l'accent, mais Jiaozi. Je voulais le dire, mais je préférais que tu le dises pour. Et tu as des chefs qui viennent du nord de la Chine. Et aussi dans le sud. En fait, j'ai 2 grands chefs. D'accord. J'en ai un qui vient du nord de la Chine, de la ville de Tianjin, et j'en ai un autre qui vient du sud de la Chine. Lui, il va faire tout ce qui est préparation au wok. Ok. Voilà, ils ont chacun leur spécialité. D'accord. Meilleur riz sauté de Paris. Et toi, tu me disais que t'étais pas destiné à vouloir faire à ouvrir un restaurant. Pourquoi t'as décidé d'ouvrir Mao? L'histoire est assez folle. C'est-à-dire que mes parents ont toujours, les parents asiatiques ont toujours voulu pousser leurs enfants dans les études. Et c'est-à-dire que moi, j'étais un enfant très turbulent. Je foutais la merde en cours, quoi. Et à 16 ans, j'ai commencé à rentrer dans le monde de la basket. Donc, j'ai fait de la russell. Et moi, en fait, j'ai toujours été... tout ce que je voulais, c'est faire de l'argent, quoi. C'est-à-dire que vendre du savon, du papier, n'importe quoi, il fallait faire de l'argent. En fait, c'est très dans la culture asiatique. Ah ouais. Faut que tu fasses de l'argent, faut que tu trouves une solution. Et moi, à 16 ans, j'allais en cours et en même temps, je vendais des baskets. Et en fait, c'était plus possible parce que je gagnais plus d'argent que mes profs. Donc, je me suis dit, faut que tu fasses quelque chose, quoi. Mais je ratais mes cours, du coup, je ratais mes examens, je ratais tout. Et mes parents me disaient que c'était plus possible. Faut que tu choisisses, quoi. Ouais. Donc, à 16 ans, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter les cours. Et le lendemain, je suis parti travailler dans l'entreprise de mes parents, donc dans l'import-export. Okay. J'ai bossé avec eux 3 ans. Je faisais encore un peu de basket, mais petit à petit, j'ai délaissé la basket. Et en vrai, dans mon adolescence, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé aussi en école de photo. J'ai fait une marque de vêtements qui s'appelle Galerie Paris. Ça n'a pas abouti. Après les vêtements, j'ai aidé ma sœur dans sa marque qui s'appelle Filcou. Donc je faisais les photos, je faisais les salons de mode, je courais un peu partout. C'était très fatigant, mais ça n'a pas abouti. Donc j'ai vraiment perdu espoir. Je me suis beaucoup cherché. Et
voilà, après ces années-là, je me suis décidé. Moi, j'ai beaucoup voyagé durant toute mon adolescence. Et comme j'ai pas fait d'études, donc je peux pas faire grand-chose. Tout ce que je peux faire, c'est du commerce. Donc la restauration, c'est ce qui me paraissait bien. Enfin, en tout cas, ça, je suis très passionné par la cuisine. À la maison, je cuisine beaucoup pour ma famille, pour tout le monde. Donc je me suis dit, vas-y, je pense que la restauration, c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser. Mais je savais pas quel genre de restauration. Ça pouvait être très bien italien, français ou n'importe quoi. Et avec réflexion, en voyageant, en allant à New York, en allant à Hong Kong, à Canton, un peu partout, je me suis dit, mais en vrai, je suis chinois, pourquoi pas faire de la cuisine chinoise? Donc j'ai pensé aussi à pas mal... Il y a une autre anecdote, quand j'étais jeune, moi j'ai une tante tous les mois, en fait, elle nous fait des dumplings. Et en la voyant faire, j'ai eu l'idée de rajouter du fromage sur les raviolis. Et en l'écoutant, quel genre de fromage? Cheddar et mental. Voilà, okay. Du coup, ça c'est pas du tout chinois, quoi. On met pas de fromage dans les raviolis. Mais j'ai eu l'idée, j'ai mis ça dessus et j'ai trouvé ça juste incroyable. Et donc les années après, j'ai pensé à ce flashback de quand j'étais jeune et j'ai fait ça. Je te disais tout à l'heure, quand j'étais parti à New York, à Londres ou dans plusieurs villes dans le monde, j'avais vu pas mal de trucs de dumplings et ça m'a beaucoup inspiré. Et quand je suis revenu à Paris, je me suis décidé donc Mao Dumpling Bar. Et Mao, c'était pour la controverse, justement pour que les gens ils se disent peut-être c'est Mao le dictateur ou peut-être ça. Et en fait ça a marché. Et Mao ça veut juste dire chat. Et ça a marché parce que dans le quartier, dans le Marais, il y a un groupe WhatsApp et il y a tous les anciens. C'est comme un peu un village. Et j'ai été beaucoup critiqué, on va dire peut-être par la moitié des gens qui restent dans le quartier. Ils disent mais il est fou et ils sont malades ces Chinois, ils ouvrent un restaurant qui s'appelle Mao et justement la controverse que je voulais a marché quoi. Et ça les a rendus fous et en fait c'était pas du tout ça, c'était Mao, chat en chinois. Et je pense qu'ils auraient pu réfléchir un peu parce qu'il y a des chats partout dans mon restaurant. Je pense que c'est un peu le temple des chats. Ah bon? Voilà, il y a des chats partout. Il y a des chats partout, c'est vrai. C'est ça. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente le chat? Tu sais, les animaux dans l'astrologie chinoise, c'est important. Moi, je suis lapin, mais au Vietnam, on dit chat. Donc voilà, pourquoi le chat en particulier? Le Lucky Cat en chinois, Zhao Cai Mao, c'est quelque chose de très représenté dans les commerces asiatiques. On les voit partout. Okay. Donc, et en plus de ça, il est super mignon. Je me suis dit, le logo est super cool. Et je lui ai ajouté un dumpling dans la main et une bière. Parce que c'est dumpling bar, c'était assez simple. Et comme je t'ai dit, je le voyais partout représenté dans beaucoup de commerces. Et il représente la chance et la bonne fortune. D'accord. Donc c'est ce que j'avais besoin. La chance et la fortune. Voilà. Alors, ce que j'observe et ce que j'entends de vos parcours, c'est que le point commun de vos restaurants, c'est valoriser la culture asiatique par la cuisine asiatique et avec votre touche de modernité, du fromage dans tes dumplings. Toi, Milly, tu fais des rouleaux de printemps revisités. Toi, ton burger d'inspiration, américano-japonaise. Pourquoi à votre avis, ça devient tendance, la cuisine asiatique? Parce que moi, je le dis souvent dans mes podcasts, mais j'ai habité 8 ans en Asie, donc j'ai une coupure de 8 ans avec la France. Pour moi, la cuisine asiatique, c'était dans le 13e ou à Belleville, mais pas dans le Marais, pas dans le 10e, pas dans le 11e, ou peut-être que je le voyais pas. Mais en tout cas, là, je vois vraiment une explosion de la cuisine asiatique, de la fusion, même si tu n'aimes pas ce mot, Vincent. À votre avis, pourquoi ça marche? Vincent? Moi, je pense qu'il y a la cuisine asiatique, ça a toujours été à la mode. Ouais. Ça a toujours été à la mode. Le seul point négatif qu'on va lui donner, c'est à l'époque où la télé faisait des reportages sur les raviolis de baignoire, je crois qu'on appelle ça, je me souviens plus. Les appartements raviolis. Les appartements raviolis, c'est le seul point négatif qu'il y a, mais franchement, moi, depuis que j'ai l'âge d'aller sur Paris, depuis que je vais dans le 13, j'ai toujours bouffé asiatique. Mais parce que toi, t'es ancré dans la cuisine asiatique depuis toujours. Dans mon quartier, donc j'habitais, tu ouvrais la porte, il y avait Indiens, il y avait les Africains, il y avait les Rebeux, il y avait les Asiates. Et nous, ce qu'on faisait entre potes, c'est qu'on rentrait, on tapait à la porte, on rentrait, on allait dans la cuisine voir ce que la daronne elle faisait à manger, tu vois. Donc moi, la culture asiatique, je l'ai appris par la bouffe déjà. Ouais. Et pour moi, elle a toujours eu la bouffe déjà, c'est toujours un point positif dans une culture. Tu vois. C'est que quand tu découvres une culture, quand tu commences à t'intéresser à une culture, c'est en grande majorité par rapport à la bouffe. Parce que la bouffe t'intéresse. Et c'est vaste pour moi la cuisine asiatique, mais moi je trouve qu'elle a toujours été à la mode. On se souvient déjà dans les séries américaines où ils mangeaient dans les boîtes. Moi j'ai toujours vu cette cuisine
du côté positif en fait. Comme tu as dit, c'est une cuisine de partage, comme au Moyen-Orient, comme en Afrique, on mange tous dans la même assiette, on mange tous dans les assiettes. C'est pas chacun son assiette. C'est bon d'avoir sa côte de bœuf pour soi tout seul, mais c'est trop cool d'avoir plein de plats au milieu, taper dans des dumplings, taper dans des raviolis, taper dans des rouleaux de printemps. Bon, on va pas partager la soupe, mais même la soupe, ça se partage, tu vois. C'est vrai. On a marqué des soupes. C'est hyper important, tu vois. Et moi, je trouve justement, c'est une cuisine qui rapproche les gens, en fait, je trouve. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un essor avec les sushis déjà. Tu sais, il y a un moment où les sushis, tout le monde mangeait des sushis. Enfin, c'est devenu un plat à côté de pizza, burger, sushi. Et c'était un premier pas dans la nourriture asiatique. Ensuite, les gens voyagent plus maintenant. Ouais. Donc, ils sont un peu plus allés en Asie. C'était un peu la mode, la Thaïlande. Ils commencent à découvrir un peu plus d'autres pays. Et donc, au fur et à mesure où tu découvres un peu plus, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est mon impression, c'est que les gens sont de plus en plus curieux, donc ils ont envie de découvrir encore plus. Et donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui ouvre, ils viennent goûter. Alors qu'avant, c'était un peu plus les plats classiques. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi le fait que il y a des jeunes restaurateurs aujourd'hui qui mettent le paquet aussi en termes de visibilité, en termes de marketing, qui rendent les choses un peu sexy. Toi, ce que tu me disais, Adrien, c'est que t'es pas restaurateur, mais tu aimes le fait de pouvoir faire des t-shirts, faire imprégner la culture asiatique par tes Lucky Cats. Donc c'est aussi ça aussi qui joue. C'est peut-être le jeu des réseaux sociaux, je sais pas. Moi, de base, mes parents ne voulaient pas que je fasse de la restauration. Mon père, il m'a dit trop dur, fais pas ça, je veux pas ça pour toi. Et bon, j'aurais peut-être dû l'écouter, je sais pas. Mais en général, c'est vrai que je suis pas fan de la restauration en général, mais j'adore la restauration dans mon resto. Donc j'adore mon restaurant, mais pas la restauration en général. C'est vrai que c'est un métier qui est assez dur. Et ce que j'aime le plus dans mon restaurant, c'est que j'ai toujours été, je te disais tout à l'heure que j'avais fait des vêtements, j'avais fait plein de trucs, et j'ai toujours été attiré par l'événementiel, par le textile, par tout ce monde-là, quoi, tu vois. Et c'est un monde qui est assez dur pour moi de l'accéder parce que j'ai pas fait beaucoup d'études. Et grâce à ce restaurant, donc Mao Dumpling Bar, je peux faire tout ça. Donc je suis certes peut-être un restaurateur, mais je fais des événements, j'arrive à réunir 400-500 personnes pendant la fête de la musique. Je fais des vêtements, je les mets en ligne, je vends tous mes vêtements, je fais des collaborations avec des restaurateurs, avec des artistes, avec tout plein de trucs. Et c'est ça qui fait que je suis vraiment comblé dans mon travail aujourd'hui, c'est que j'arrive à toucher à tout. Je peux faire ce que je veux, quoi. C'est illimité. Avoir un resto aujourd'hui, c'est une belle carte de visite. Et si tu arrives à bien marketer ton produit, entre guillemets, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu vois. T'as tout le monde qui vient te voir, tu vas faire des collabs à droite à gauche, tu vas commencer à partir overseas, tu vas partir aux États-Unis, tu vas peut-être faire une collab avec un cousin lui là-bas. Moi j'ai fait des collabs en Thaïlande, je devais faire un truc au Japon. Tu vois, c'est hyper important. Si tu marketes bien ton produit de nos jours, t'es pas que un restaurant. Ouais, c'est ça. C'est une marque à part entière. C'est un art de vivre. Enfin, c'est tout un lifestyle autour. Les t-shirts qu'il a fait, il a fait des super t-shirts là pour les 1 an du Mao, il a fait son événement qui était de fou avec les beignets, comment ça s'appelle, c'est quoi les donuts que t'as fait là, les donuts. Il y a un autre truc, par exemple, il y a PlayStation qui nous propose des collaborations. Moi, je suis personne, quoi, mais il y a PlayStation qui nous propose des collaborations quand même. Et j'ai qu'un restaurant. Donc c'est ça qui est juste fou. Ouais. Mais oui, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la restauration. On part du point de départ qui est de la food, mais tout autour, tous les échanges, les partages, les créations que tu peux faire avec d'autres personnes qui font pas du tout partie de la food. Et c'est ça aussi qui met plus en lumière la cuisine asiatique, peut-être, parce qu'avant, moi mes parents avaient un restaurant, mais ils étaient purs traiteurs asiatiques. Et ils faisaient pas tout ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, du coup, il n'y a pas cette lumière non plus. Les anciens, ils ont peur du nouveau. Ouais. Par rapport à la différence de génération par rapport à nos parents et nous, c'est-à-dire que moi, en ouvrant ce restaurant, ici, on met de la musique hip-hop. Je viens en taf avec une casquette, en jogging, on se check, on est que entre jeunes. Et ça, c'est une chose que nos parents n'auraient pas accepté, quoi.
Et ça, c'était pas évident. C'est dur de dire à ses parents, je veux mettre du hip-hop, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire des events. Et les parents ils disent, mais t'es malade, c'est pas bon, parce que eux, ils ont leur expérience. Et comme ils sont plus âgés, ils pensent avoir raison sur certaines choses, alors que c'est pas forcément le cas. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu le courage de franchir le pas. Moi, je l'ai fait complètement et je me suis bien pris la tête avec mes parents, mais au final, ça a marché. Et je peux aussi remercier Vincent, comme Vincent ou Sky de Shizo, qui m'ont beaucoup inspiré, parce qu'ils ont déjà fait un step en plus. Et moi, s'ils étaient pas là, peut-être que j'aurais pas franchi ce pas-là non plus, quoi. Donc, on remercie les anciens. Et qu'est-ce qu'ils pensent, du coup, tes parents aujourd'hui, de ce que tu fais? Maintenant, ils sont fiers et ils disent plus rien, hein. Je fais vraiment ce que je veux. Et c'est vraiment ça que je suis vraiment content. Avant, ils voulaient toujours avoir leur mot. Ça, faut comme ça, ça faut comme ça. Je me souviens pour les tabourets rouges en plastique. Pour ma terrasse, j'ai des tabourets rouges en plastique qui vaut 5 balles. C'est vraiment, ces trucs du bled, quoi. Il me dit, mais c'est moche, c'est pas stylé. Après, je dis à mon père, moi, je veux rien savoir, je veux ça c'est stylé, c'est stylé, je kiffe moi. Donc au début il voulait pas. Et au final je les aime quand même. Pour eux lui c'est bas de gamme, c'est bas de gamme, les clients ils vont tomber et tout. C'est des restaurants de rue comme au bled, et donc du coup ils trouvent pas la valeur ajoutée de. Je voulais le délire comme au bled mais dans le marais. Ouais. Toi Milly, qu'est-ce que tes parents pensent du fait que tu as ouvert ton restaurant, comme on parle des parents? Oui, au début ils ont dit mais pourquoi tu veux nous ruiner, tu veux ruiner ta famille, je comprends pas. Parce qu'aux États-Unis, parce que du côté de ma mère, ils sont tous partis à Seattle. D'accord. Et pareil, ils disaient mais je comprends pas, pourquoi tu veux ruiner, mais pourquoi tu veux pas être comptable, faire de la finance? Donc des métiers stables, fixes, où tu sais que tu as une rente. Et ce qui est marrant, c'est que ma mère, avant que j'ouvre, elle m'a vraiment fait rencontrer plein de restaurateurs vietnamiens ou chinois du 13e. Qui était là, mais c'est horrible, c'est trop dur, fais jamais ce métier. Oui. Mais c'est trop bien parce que ça m'a permis de voir en fait pourquoi eux le voyaient comme une souffrance. Mais et toi, tu l'as vu comme un challenge. Et voilà, je l'ai vu comme un challenge et ça m'a confortée dans l'idée que non, mais j'ai vraiment envie de me lancer. Et après, ils étaient là, mais tu peux pas faire des rouleaux de printemps, ils vont manger quoi les gens? Il faut leur faire des bobounes. Je fais non, mais laisse-moi, c'est mon concept. Et après, ils ont dit bon, d'accord, c'est pas mal. Après, ils ont dit, bon, c'est parce que tu t'es forte en marketing. Et après, ils ont dit, bon, c'est bon. Parce que t'es forte tout court. Ça marche, ok, d'accord. Bravo, là, ça fait 5 ans. 4 ans et demi, ouais. 4 ans et demi, Banoï. On a ouvert quasi en même temps avec Goku, ouais. Avec Goku, ouais. Et toi, tes parents, ils te disent quoi d'ouvrir des restaurants asiatiques alors que t'es pas asiatique, Vincent? Est-ce qu'il y a... Moi, mes parents, ils sont méga ouverts d'esprit. Ouais. Déjà, je me souviens, moi j'habitais à Singapour et mon associé, lui, il habite en Irlande et il me dit, ouais, là-bas, il n'y a pas de bouffe asiate à part un walk to walk. Viens, on fait ça. J'avais de l'oseille de côté, je lui dis, vas-y, je rentre en France. Donc on s'est lancé, ils étaient ils nous regardaient un petit peu sur le côté, parce que moi, mon associé, il est asiate, tu vois, en disant, mais pourquoi vous voulez faire un resto? Ça va quand même être difficile. Je dis, mais moi, j'ai pas de gros diplôme. J'ai pas envie de me mettre à bosser dans un taf et je vais gagner 1200 balles par mois parce que justement, j'ai pas de diplôme, tu vois. Mais la restauration, c'est pas un métier où tu deviens millionnaire. Vous voulez être millionnaire? Ben, soyez milliardaire, ouvrez des restaurants, tu vas voir comment tu vas perdre de l'oseille. Et la restauration, c'est hyper dur. C'est pas un métier, sauf si tu as des grosses brasseries à la française, là où tu gagnes, là où tes parents vont être fiers de toi, tu as gagné beaucoup d'argent. Moi, je trouve que ce qu'on fait, notre métier, c'est un métier de passionné, en fait. Moi, tous les matins, quand je me lève, je kiffe. Je kiffe aller à mon resto. Je suis fier. J'ai rendu mes parents fiers en faisant de la télé, en gagnant des trophées, en étant dans les journaux, tu vois. Quand ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, ça fait 10 ans on est ensemble bientôt maintenant. 10 ans, ça. C'est ça 10 piges, hein. Et quand elle a dit, je vais me marier, je sors avec un restaurateur, sa famille a dit, waouh, t'es un ouf, toi. C'est-à-dire que le gars, nous, on arrivait du bled, on a fait tous les métiers durs, c'est-à-dire la resto, la confection, cordonnerie, etc. Pourquoi tu veux pas te mettre avec un mec qui a une vraie situation? Après, la famille, elle a commencé à venir, ils m'ont regardé comme ça. Le blanc, il fait la cuisine asiate. Le pad thai n'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah, il passe à la télé. Regarde, mon beau-fils, il passe à la télé. Donc, tu vois, ça les a rendus fiers. Et moi, ma belle famille, je les kiffe et ils me kiffent de ouf parce que j'ai respecté
le deal en fait. J'ai respecté le deal. Moi, ma famille, ils sont super contents et ma belle famille me kiffe de ouf. À part mon cousin qui aime pas mon loc-lac. Un petit message au cousin. Adrien, oui. Je voulais rajouter, ça me fait penser par rapport à mes parents. Donc ça a été hyper dur. Ce qui est drôle maintenant, c'est que j'ai des jeunes Vietnamiens qui disent « Ah, mais tes parents, ils sont trop cool, ils t'ont trop laissé ouvrir ton resto. Genre, c'est trop rare. » Je fais « Oui, ils étaient cool. » Enfin, je vais forcer la main, mais ils étaient cool. C'est un cheminement. Mais du coup, c'est bien parce que au final, ça leur a donné... Ils se disent « Ah, ben, je peux aussi le faire. » Enfin, même mes parents, du coup, ils ont montré une image cool d'eux sans faire exprès. Et donc, tout le monde est là « Oui, mais vous êtes trop sympa. » Et en fait, petit à petit aussi, ça ouvre des portes. Carrément. Mais moi aussi, ma mère, elle avait un resto, c'était un traiteur asiatique, en banlieue. Et normalement, c'est les enfants qui reprennent le resto derrière. Et moi, je me voyais pas reprendre un traiteur asiatique, où tu fais les trucs à la pesée et tout. Enfin, tu vois, c'était trop traditionnel. Moi, si j'avais eu des exemples de vous à l'époque, j'aurais dit ouais, grave, je fais un resto parce que c'est trop cool. Et c'est ça qui est bien avec de visibiliser, de faire parler des restaurants comme vous, parce qu'on se dit OK, la restauration c'est pas facile. Vous l'avez dit, c'est dur. En plus, toute l'année qui s'est passée, c'était pas évident pour tout le monde. Mais on peut être complètement passionné par ce qu'on fait et rendre les choses plus faciles à vivre malgré la dureté du métier et garder toujours cette passion qui vous anime. Donc merci pour ça. Et c'est d'ailleurs c'est l'initiative Love Our People Like You Love Our Food qui m'a fait connaître en fait les restaurants qui ont participé à pour ce projet, à cette initiative et du coup j'ai pu naviguer entre les Instagram et ça m'a donné envie de les tester. Donc c'est par un projet qui n'est pas du tout dans la food qui me donne envie moi d'aller goûter ces restaurants. Donc bravo pour ce projet encore une fois. Banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que vous mangez des banh mi? À fond, moi j'adore ça. Dès que je passe à Belleville, c'est banh mi direct. J'appelle toute l'équipe Mao qui veut un banh mi direct. Milly, toi t'as goûté des banh mi au Vietnam. Ouais. Alors quelle est la différence entre le banh mi au Vietnam et le banh mi en France? Déjà le banh mi au Vietnam, le pain il n'est pas salé. Donc c'est un pain sans sel, donc au niveau du goût ça change. Mais ils n'utilisent pas le sel au Vietnam, c'est du Ngoc Mam qu'ils utilisent. Non, c'est pas un pain au Ngoc Mam, mais ils n'utilisent pas de sel en tout cas. Non, du coup le goût il est vraiment différent. Par contre, j'ai jamais mangé en France un banh mi comme j'ai mangé au Vietnam. Mais le banh mi un peu c'est avec de la farine de riz aussi. Un mélange de farine de blé de riz, il me semble. Déjà, il est plus fondant en bouche, il te fait pas mal au palais. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est trop marrant que tu dis ça parce que moi, à un moment donné, j'ai amené des clients asiatiques en France et leur faire manger des sandwichs. Et le pain en Asie et le pain en France, ça n'a absolument rien à voir. Et j'ai un de mes clients, un de mes partenaires qui disait, mais pourquoi quand je mange, ça me fait trop mal à la mâchoire? Il avait l'impression de faire de la muscu et tout parce que oui, effectivement, la baguette française est croustillante, elle est plus dure que quand tu vas prendre une baguette ou un pain. Enfin, ils mangent des pains mous, quoi. Enfin, c'est mou et sucré aussi. Oui, aussi. Moi en Chine, j'allais au Seven, je voulais me faire des sandwichs, tu vois, pour 4 heures. Et les pains c'était sucré. Les saucisses étaient sucrées, tout était sucré. Moi, j'ai fait, c'est pas possible. Donc voilà. C'est quoi ton meilleur banh mi, toi, Vincent? Toi qui as voyagé un peu partout en Asie, t'as dû peut-être en goûter des banh mi. Non, le banh mi, j'en ai mangé qu'en France. Qu'en France, d'accord. J'en ai mangé qu'en France. Et... De quoi est composé ton meilleur banh mi? Moi, il me faut des carottes assez épaisses. Ouais. Parce que j'aime bien le croquant de la carotte. Le croquant, ouais, c'est vrai. Il me faut une belle tranche de concombre. Il me faut de la coriandre et du piment. Et après, moi, je prends le classique, je prends au bœuf. Parce que je mange plus trop de porc, enfin en cachette parfois. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'ancienne, quand je mangeais avec le chalo ou quand je mangeais avec le porc rose à l'intérieur, je trouvais ça extraordinaire. Mais désolé, mais je trouve qu'ils sont pas assez bons dans le 13e, donc je reste dans le basique avec bœuf citronnelle, tu vois. Par contre, je vais aller tester ceux de Belleville quand tu veux. La prochaine fois que tu appelles ton staff, tu m'appelles aussi. J'en viens avec du piment. S'il te plaît, n'oublie pas Larissa. Moi aussi, du coup, Adrien. En fait, là où je vais, c'est à Belleville. Vous voyez, il y a le panda. Il est très bon celui-là, mais à côté, il y en a un, il est plus petit. C'est pas une rue qui descend? C'est après le panda. Président.
t'as le panda, et tu marches 10 mètres, et t'en as un autre, et comme le panda, il est super connu, le petit, il est moins, les gens, ils le connaissent pas. C'est quoi le nom de l'enseigne? Je connais pas le nom. Il est tout petit. Et en fait, c'est tenu par un petit couple de tétios. Donc, moi, je préférais donner de la force de base à un couple de petits vieux qu'un Sondivet qui tourne grave, quoi. Et là-bas, ils font aussi leur pain eux-mêmes. Donc, juste incroyable, quoi. Trop bon là-bas. Beaucoup de maillots fait maison, ça, c'est... Ouais. Et la sauce magie aussi, on n'oublie pas. Ouais. Magie, c'est important. Magie, c'est important. Et piment frais aussi. Ouais, je crois qu'on a trop été élevé à la sauce magie. Sauce magie dans le biberon, du coup, on peut le plus s'en passer. Tu fais des pâtes italiennes, tu mets quand même la sauce magie. Ouais, bah ça arrive aussi. Moi, j'ai des potes. Vinaigrette avec du magie. Ah oui, super bon. Ouais, trop bon. Salade d'endive avec du magie. C'est super bon. Et du coup, en restant sur la bouffe, quel est le plat qui représente le plus votre famille, votre comfort food, toi, Adrien? Quelle est la bouffe qui représente le plus ta famille et ce que tu aimes manger? Du riz, hein. Du riz? Du riz, hein. Simplement? Du riz et des plats. Après, on a beaucoup de plats chez nous, donc... plein de petits plats partagés. Plein de petits plats, on a de tout, des légumes, du poisson, de la viande, il y a de tout. Okay. Donc après, un plat en spécial, je pourrais pas te... Dumplings, hein, ravioli. Ouais. Les pancakes à la ciboulette, tu peux nous en parler un peu? Tu me disais que c'était ton truc préféré. Alors ça, j'en prends tous les jours au petit-déj, c'est juste incroyable. C'est fait comment? Alors c'est un peu comme c'est des rolls en fait, c'est de la farine de blé et le chef il les enroule comme des cinnamon rolls par exemple. C'est vraiment le même procédé et puis il va les couper et faire plein de boules. Okay. Et au moment de la cuisson, on va juste les écraser en forme de galette et les passer à la poêle avec une petite épaisseur d'huile comme ça pour que ça soit bien frit. Ouais. Et voilà, après on les coupe, on les mange. Et en Chine, par exemple à Taïwan, ils les mangent simplement comme ça. Et aussi ils font des sandwichs. Et nous aussi on le propose, on fait le mao dok. Et c'est un roll de ciboulette pancake autour d'une saucisse et une omelette. Mais eux ils le font aussi avec de la viande hachée, avec plein de choses. Ok, donc, trop bien. Toi Milly, c'est quoi le plat qui représente le plus ta famille? Mon plat de cœur c'est mi quang du centre. Et c'est un plat que tu peux pas trouver au resto parce que c'est du poulet coupé en mode avec les os. Donc en fait... c'est vraiment un truc que tu manges chez toi. Ouais. Je me rappelle la première fois que mon copain en a mangé, il a fait mais c'est quoi, pourquoi il y a plein d'eau? Enfin, je vais pas manger du poulet avec les os dans un bol de soupe un peu. Et maintenant il adore. Il aime trop, c'est son plat préféré aussi. Et en fait, plus tu manges le bol, plus le jus de la viande se mélange avec la sauce. Et à la fin, t'as les herbes. Là, tu prends des nouilles de feu, donc larges. C'est trop bon. Je veux bien goûter ça. Ouais, et tu trouves pas au resto? Parce que c'est un plat qui se présente pas. C'est un plat de maison, quoi. C'est la vraie comfort food, quoi. Toi, c'est quoi ta comfort food, Vincent? Moi, mon plat préféré sur Terre, je vais pas mettre ma famille dedans parce que au niveau cuisine asiatique, ils sont 0. Tu vois. Mais moi, mon plat préféré sur Terre, la vérité, c'est le curry japonais. D'accord. Ça n'a aucun rapport, je le fais même pas au resto. Pourquoi tu l'aimes bien, le curry japonais? Je sais pas, j'adore, je trouve ça hyper bon. Je suis très ragoût, moi. Je suis très viande très très cuite longtemps qui s'effiloche avec du piment. T'es dans les grosses soupes, moi j'adore les soupes. J'adore les soupes chinoises, j'adore les soupes sichuanaises, tout ça, j'adore. Mais moi, mon plat préféré sur Terre, c'est le curry japonais. J'ai même appris à faire mon roux, ma pâte de curry moi-même, tu vois. J'ai infusé des currys, j'ai fait brûler des currys, j'ai passé des graines au mixeur pour faire ma propre infusion avec du beurre, avec de la farine pour faire ma propre galette. Que quand tu veux te faire un curry, tu coupes, tu mets dans l'eau, puis ça te fait ta pâte marron. D'accord. T'as appris ça en Thaïlande? Bah non, c'est japonais, que tu racontes pas. Non, mais ils sont très c'est comme le loklat, c'est ça? Ouais, non, mais ils sont très curry aussi en Thaïlande. Et donc, du coup, comme t'es allé 54 fois en Thaïlande. Parce que toi, t'habites en Thaïlande. C'est vrai que là-bas, il y a Coco Curry qui est hyper bon. Il y a le quartier japonais. Et t'as plein de méthodes pour faire du curry aussi en Thaïlande. C'est le meilleur quartier. Et les ramen. Ah ouais, toi aussi? Ah bah oui, Milly a habité aussi à Bangkok. Tongloor, c'est extraordinaire. C'est un quartier japonais. Donc, tu vois, c'est-à-dire que t'es en Thaïlande, tu vas manger thaïlandais, mais tu fais 2-3 corners, t'es dans la Japanese street, tu vois. Tu vas taper des ramen qui sont meilleurs qu'au Japon. C'est vrai. Il y a des chefs japonais là-bas. Des gifs tellement qu'ils sont trop bons. Et c'est vrai, le curry japonais en Thaïlande, il y en a pas mal. Est-ce que tu as des influences, toi, Milly, par rapport à tes voyages? Je crois que t'es allée un peu en Birmanie. Malaisie. Malaisie, t'as habité à Bangkok. T'es allée au Vietnam. Est-ce qu'il y a des choses, au niveau de la cuisine asiatique, au niveau des influences un peu culturelles de ces pays, que tu repartages via ta cuisine ou via ton concept? Par exemple, j'avais mangé un poisson au bord du lac en Birmanie. Il y avait une sauce cacahuète, j'ai fait excusez-moi.
vous pouvez me donner la recette de cette sauce parce que là, elle est juste incroyable. Et en fait, c'est ma sauce cacahuète aujourd'hui. Ouais. Je lui ai demandé, j'ai fait, vous mettez quoi? Il y a du gingembre, il y a quoi? Et il m'a tout donné, il était trop sympa. Et du coup, ouais, c'est ça aussi, c'est que avant, c'était trop, tu fais chinois, vietnamien, ah, t'es pas un vrai, il y a du... En fait, non, maintenant, on a le droit de s'inspirer partout. Enfin, la preuve. Ouais. Et toi, Adrien, t'as des influences quand tu voyages en Chine qui te donnent envie de retransmettre particulièrement sur des techniques ou des goûts dans tes plats? Moi, en fait, je fais vraiment, il n'y a pas forcément que sur l'Asie, hein. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est un restaurant chinois, qu'on fait de la cuisine chinoise, mais quand je veux faire des fusions, quand je vais travailler d'autres recettes, je vais plutôt regarder des trucs qui viennent de l'Occident. Ou bon, ça peut arriver aussi des mélanges asiatiques, hein, bien sûr, mais je vais regarder plutôt des trucs occidentaux. Je vais faire des trucs un peu plus fancy, plus marrants, comme le cheesy dumpling qu'on fait chez nous. On met du fromage. Ouais. On fait beaucoup aussi de dumpling du moment. Il y a une période, j'avais fait un dumpling au kimchi, donc ça c'est inspiration coréenne. Et là, par exemple, avec Vincent, on aimerait bien faire le black oji en dumpling exclusif, donc ça serait un truc fou, quoi. Donc c'est vraiment illimité, tout ce que j'aime. Si je mange un truc et je trouve ça fou, je me dis mais je peux le mettre dans mon dumpling. Donc on part en cuisine, on essaye, si ça marche, on le fait, quoi. Il n'y a pas de limite. J'ai l'impression nous, dans notre vision, le restaurant, en fait, ça transmet qui tu es. Oui, tout à fait. C'est ton restaurant. C'est ton identité. Même tout la déco, tout ce que tu tu mets ton cœur dedans, en fait, c'est ta personnalité qui se retransmet. Du coup, tu prends tes influences. Je suis d'accord avec elle. Et moi, ce que je voulais dire, pour moi, mon restaurant, c'est comme ma cour de récréation, c'est mon playground. Je fais n'importe quoi. Et puis, si ça marche pas, tant pis. Mais en général, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça a marché. Et puis, quand je vais ouvrir un autre grand resto, je vais savoir ce que les gens ils aiment. Parce que j'aurais fait tellement de tests que, voilà, ça sera beaucoup plus simple pour moi de savoir ce que les gens ils aiment. Et ça, c'est juste trop bien, quoi. Mais c'est ça, si on n'essaye pas, on sait pas. Et puis surtout, on veut explorer ce qu'on a vécu, nos voyages, ce qu'on a goûté, ce qui nous ont marqué, etc. Donc c'est ça qui est beau aussi quand je vous entends, en fait, c'est que aujourd'hui, il y en a qui veulent absolument de la cuisine traditionnelle, etc. Oh, mais pourquoi il fait ci, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle met du saumon dans son rouleau de printemps, ça n'existe pas, etc. Mais au final, c'est ça la richesse de nos cultures, en fait. C'est comme ça que les maquis, ils ont été inventés. Hein. C'est comme ça que le banh mi a été inventé. Nous aussi, tu vois. Est-ce que vous avez une dernière découverte asiatique, qu'elle soit en termes de films, d'art, de musique, de voyage, bon, même si ça remonte à loin, mais qui vous a marqué et que vous aimeriez partager avec les auditeurs, les auditrices? Normalement, l'année dernière, s'il n'y avait pas eu le Covid, je devais partir un mois en Thaïlande et être formé par un chef là-bas, Chali Kader. C'est un des 5... c'est une machine de guerre pour moi, c'est un Thaïlandais indien. Et c'est juste un magicien de la cuisine, quoi. Et c'est un pote depuis 15 ans. Et je devais partir en formation chez lui l'année dernière, justement, pour apprendre des nouvelles techniques de cuisine. Et j'attends qu'il rouvre les frontières parce que je veux trop retourner bouffer chez lui et apprendre de la cuisine. Justement, pour ramener des trucs, les abats, par exemple. Les abats, c'est pas sexy, tu vois. Mais quand tu vas bouffer des abats chez lui, c'est méga bon, en fait. Tu manges des trucs, des textures cheloues. Et pour éduquer les gens à cette nouvelle cuisine, tu vois. Donc moi, j'aimerais bien retourner en Asie et... Puis en Thaïlande, on en a parlé déjà, Vincent, ensemble. En Thaïlande, ils sont hyper créatifs. Ne serait-ce que explorer les différentes saveurs. Enfin, moi, j'ai travaillé dans le monde du cocktail avant, et donc du coup, ils font des choses vraiment folles, même en termes de marketing. Ils sont très forts. C'est les plus forts en marketing publicitaire que je connais, que j'adore, moi, leurs pubs, leurs affiches, l'idée. On dirait que tous les Thaïlandais, ils savent dessiner, ils savent créer. Il y a tous mes potes thaïlandais, ça fait 20 ans que je vais là-bas, 25 ans que je vais là-bas. Il n'y en a pas un qui ne sait pas faire quelque chose. C'est incroyable. Ils sont tous super doués. Et c'est peut-être aussi pour ça que je kiffe ce pays, tu vois. Mais ouais, moi, j'ai envie de retourner là-bas et j'ai envie de rapprendre encore des trucs. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est sous-estimé par rapport à ce point de vue-là. En fait, t'as une des plus grandes universités en Thaïlande qui s'appelle Chulalongkorn, qui forme des graphic designers, des illustrateurs, des photographes, des architectes d'intérieur et tout, etc. Et c'est vraiment l'excellence. Et la région en Asie s'inspire beaucoup des créateurs thaïlandais. Et moi, qui ai travaillé en Thaïlande pendant 3 ans, dans le milieu du bar et voilà, explorer un peu des choses en marketing
marketing, etc. Je trouve qu'ils sont vraiment, très doués, très talentueux, et que il faudrait mettre plus de lumière aussi sur ça, plus que ce qu'on peut voir à la télé, qui sont les plages et les choses un peu plus sombres. La Thaïlande, c'est pas que les noix de coco et les plages. Oui, c'est ça. Toi, Milly, est-ce que tu as une dernière découverte asiatique en termes de plats, d'art, de musique, de films dont tu voudrais parler? C'est vrai que c'était un peu compliqué de découvrir, mais là, j'avoue que en ce moment, je trouve qu'il y a un univers que je suis en train juste de rentrer dedans et ça a l'air génial. C'est la Corée. Ouais. Enfin, même en termes de musique, séries. Et je suis vraiment aux prémices, mais ça a l'air génial, quoi. Enfin, il y a l'air d'avoir plein de choses à apprendre et ça prend de l'ampleur aussi à la culture coréenne. Qu'est-ce que tu aimes dans la culture coréenne? Les dramas. Les dramas. La K-pop, ça prend de l'ampleur de fou. Avant, c'était vraiment un truc d'initié. Maintenant, c'est le numéro 1. Ouais, BTS. Quand tu regardes le documentaire Blackpink, même voir les écoles de K-pop, c'est assez fascinant. Ouais. C'est fascinant. Ils ont été éduqués par la J-pop. C'est les Japonais qui ont fait ça, sauf qu'ils n'ont pas été si bons en marketing. C'est excitant, quoi, d'essayer de comprendre. Puis ils font les choses assez carrées, c'est très esthétique. Les Coréens, ils sont bordéliques. Les Coréens, ils sont pas carrés. Moi, j'habite avec des Coréens en Australie. J'ai habité avec des Coréens en Australie. C'est des thug life. Ouais. C'est pour ça, en fait. Les Japonais, ils sont plus carrés. Ils vont pas te dire non. Les Coréens, ils vont plus le faire à l'arrache, mais ils vont bien le faire. Ils vont bien le faire, tu vois. Mais quand tu vois les chorégraphies de K-pop, c'est carré quand même. C'est un millimètre près, hein. Et c'est très dur pour eux. Ils sont très, très forts. Même en design d'intérieur, le Korean style et tout. C'est marrant, quoi. Il y a vraiment un nouveau code qui se crée, c'est intéressant. Ouais. Et toi, Adrien, est-ce que tu as une dernière découverte asiatique qui t'a marqué, que tu voudrais partager? Comme il disait, il n'y a pas grand-chose en ce moment, mais moi, je m'inspire beaucoup de McDonald's Chine. Voilà. En fait, Pourquoi? Quand je pars... il y a 1 an et demi, je suis parti à Canton, en Chine, et moi, quand je vais là-bas, je mange tout le temps McDo, KFC. Voilà, je kiffe là-bas, c'est trop bon. Et du coup, quand tu vas là-bas, tu payes avec ton téléphone, avec WeChat. Donc, une fois que tu payes, tu reçois plein de notifications. Et pour vous dire que même aujourd'hui, depuis la France, je reçois des pubs de McDo Chine. Ouais. Donc, tous les jours, je regarde mon téléphone sur WeChat et je reçois des pubs de McDo Chine. Et ils m'envoient des flyers avec écrit des grosses typos en chinois, des gros trucs, des 12 yuan en gros comme ça, tu vois. Ils sont très forts en communication. Voilà, je kiffe la DA, donc je m'inspire beaucoup de ça. Ouais. Et je sors pas mal de trucs qui ressemblent un peu inspiré de ce que McDonald's Chine fait. Voilà. Okay. Donc ça c'est mon dernier truc, quoi. Quel ingrédient sublimerait votre baguette française, Milly? Moi, je pense que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment la bienveillance. Je trouve que c'est l'ingrédient numéro 1 pour accepter la diversité de nos cultures, notre double culture, qui on est, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre. Tant qu'il y a de la bienveillance, en fait, il y a tout qui passe. Et toi, Vincent? J'allais dire la diversité, rien qu'on voit par rapport à moi, par rapport à mon équipe. Même en cuisine, j'ai des Chinois, j'ai des Sri Lankais, c'est des machines de guerre, ces mecs-là, tu leur expliques tout. Ils savent le faire, parfois même mieux que le chef. J'ai des Vietnamiens en cuisine aussi, tu vois. Et puis même mon équipe, on a de tout dans notre équipe. Et puis on a des gens qui connaissaient rien à la culture asiatique, qui à travers le resto commençaient à comprendre ce que c'était et autour de quoi tournait l'Asie, tu vois. L'Asie, c'est pas que les Chinois. L'Asie, c'est l'Asie, c'est les Asiatiques en général, tu vois. La diversité, je pense que c'est hyper important dans la culture, dans la société en ce moment. Et faire parler des différentes cultures, faire rayonner, mettre en lumière tout ce qui compose la France. Aujourd'hui, la France, c'est des Français, mais c'est aussi beaucoup d'héritage d'Asie, d'Afrique, de partout. Je pense que c'est important ce que tu soulignes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais Banni Podcast, c'est pour faire rayonner la culture asiatique. Toi, Adrien, qu'est-ce qui sublimerait ta baguette? Moi, c'est que le partage et la culture en général. Pourquoi le partage? Pourquoi le partage? Échanger avec les gens, échanger notre culture, que ça soit entre Asiates, entre Français, échanger nos cultures en général, c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui a fait le fruit de mon restaurant aussi. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'aime, moi. C'est comme son dernier plat, la pizza. Ouais, on a pizza, sorti. Tu peux pas manger tout seul, ça. C'est le partage. C'est pas. Et c'est aussi tout notre concept. On partage tout.
Et j'ai des clients qui, je leur demande, vous voulez partager? Et ils me disent non, alors que c'est notre concept. Mais moi, je veux pousser les gens justement à partager, parce que quand je mange Mao tout seul, c'est bon, mais quand je mange Mao à 4, c'est incroyable, quoi. Et ça, meilleur, je peux vous le dire, c'est clair et net. Et toute mon équipe, tous nos clients peuvent l'affirmer. Ensemble, je peux prendre un peu de poulet frit, un peu de concombre, un peu de salade, un peu de ci, c'est trop bon. Si j'ai juste mon ravioli, j'ai le seum. Manger que des raviolis, ça me fait pas kiffer, quoi. Ouais. Je voulais juste, parce que j'ai une citation là d'un chef Viet. Ouais. Je voulais la lire. Oui, vas-y. Parce qu'en gros, je l'avais notée avant d'ouvrir mon premier resto, ça, et elle m'avait marqué. Donc c'est en anglais, désolé pour mon accent, mais c'est For Vietnamese people, food is our life. We are forever eating, cooking and talking about food. Food is communication, food is culture. Et ça m'avait, pour moi, ça résume. Ça dit tout. Ouais. Merci pour cette citation, Mimi. Et oui, moi, je vous rejoins aussi. La food, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon podcast Banh Mi, c'est qu'en fait, ça rassemble les gens. Et c'est que moi, dans mes voyages et dans mes 8 ans en Asie, quand j'allais en business trip ou quoi que ce soit, que je parlais pas la langue du pays, au moins on avait une langue commune, c'était via la food. C'est parce qu'ils aimaient me faire découvrir des choses. Moi, j'aimais goûter et je suis gourmande et très curieuse. Et donc, du coup, c'est ça qui crée le lien, en tout cas, et qui pouvait aussi, partager sur nos cultures autour de la food. Parce que tout le monde connaît la culture. Enfin, je pense que la majorité connaît la culture de l'autre par la food, en fait. Et donc voilà. Merci pour ça. C'est quoi la suite pour cette initiative, Adrien? Donc tu as créé, à ton initiative, il y a eu ce t-shirt Love our people like you love our food. Qu'est-ce qui va se passer après ce t-shirt? Un film. Peut-être. C'est-à-dire que là, on continue encore à promouvoir ce t-shirt-là, en parler comme on le fait là, en échanger avec. Et s'il y a d'autres opportunités par la suite, pourquoi pas continuer. J'ai pas fait un t-shirt juste pour en faire un et pour dire ouais, j'ai fait quelque chose. Si je le fais, c'est pour continuer. Et si on le fait, si je le fais, c'est pour mes semblables, pour mes cousins, pour mes enfants, c'est pour notre avenir, puisqu'on vit ici en France, quoi. Et j'aimerais y rester. Donc voilà, continuer. En tout cas, merci pour tout ça. Moi, ça me touche vraiment cette initiative. Je suis très contente de vous recevoir sur Banh Mi Podcast. C'est vraiment une fierté parce que je vais être encore émue. Je suis toujours un peu émue dans mes podcasts, mais non, c'est vraiment une fierté parce que moi, je voyais pas de choses qui se passaient au niveau de la communauté asiatique en France, des mouvements comme le vôtre. Donc et je pense que voilà, même si ça a été fait avec 8 restaurateurs et ce label de sérigraphie, ça pousse d'autres personnes à faire des mouvements comme ça, à s'engager sur d'autres choses pour justement mettre en lumière la culture asiatique autrement que ce qu'on entend dans les médias généralistes. Et je trouve ça assez fort. Donc c'est assez inspirant. Donc merci pour ça. J'espère vraiment que ce projet continuera à faire son chemin au-delà du t-shirt et je serai vraiment la première à vous soutenir. Merci aussi à toute cette équipe pour ce premier podcast filmé. Donc à Sébastien Kong d'avoir répondu à l'invitation et de venir bénévolement pour filmer ce podcast, et à son équipe, donc Bibi, Vincent et à Mathieu Lam également. C'est super cool de voir les projets évoluer comme ça. Je pensais pas un jour faire un podcast filmé, c'est aujourd'hui chose faite. Et voilà, et j'espère que les restaurants vont ouvrir. On va pouvoir profiter des terrasses dans un premier temps, mais on peut toujours commander en livraison chez Banoï, Mao Dumpling Bar et Goku. Donc je vous invite vraiment à aller visiter les comptes Insta et leur site internet pour profiter de la cuisine asiatique et de la culture asiatique qui est transmise. Est-ce que vous avez une musique avec laquelle vous voudriez finir cet épisode? Ouais, on s'est mis d'accord en fait. Donc c'est un artiste qui s'appelle Onra, c'est un beatmaker
hip-hop français, mais qui a des origines vietnamiennes, indiennes et françaises. Et qui a parcouru toute l'Asie en cherchant des vieux vinyles. Et il en a fait des samples hip-hop, trop cool. Donc on s'est dit, c'est cool de finir par ça. Laquelle de Onra? I Wanna Go Back. I Wanna Go Back? Ouais. Vous voulez y retourner? Ouais, c'est bien. Mais non, trop cool de finir par Onra. Je voulais faire mon jingle avec une musique de Onra, mais j'ai pas réussi à le contacter, donc finalement je l'ai pas fait avec. J'ai son numéro, si tu veux. Ah d'accord. C'est mon pote. Donc on finit par Onra. Et merci encore à tous pour cet épisode et voilà. À bientôt, j'espère. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes.